Bonjour tout le monde. Donc, merci aux organisatrices et organisateurs de nous avoir invités. Je suis très content d'être ici aujourd'hui. Je me présente, Benoît Robert-Jevalière, directeur régional pour la province du Québec chez Mitacs. Donc, j'ai la tâche aujourd'hui de vous introduire le panel de présentation qu'on va avoir sur les partenariats d'innovation entre les municipalités, institutions académiques et les entreprises privées. Plus particulièrement dans le cas de la gestion intelligente de la qualité de l'eau. Quelques mots sur Mitacs d'abord, parce que je suis pas mal sûr que dans l'audience ici, c'est la première fois que vous en entendez parler. Donc, je vois des signes de tête de oui. Je vois quelques visages familiers aussi, donc je ne suis pas en terrain complètement inconnu. Bref, ça sera un refresh pour vous dans ce cadre-ci. Donc, Mitacs, on est un organisme à but non lucratif national, donc canadien, donc, on n'est pas une agence gouvernementale, mais on travaille étroitement avec le fédéral et les gouvernements de chaque province pour supporter l'innovation, qu'elle soit sociale, qu'elle soit technologique, dans tous les domaines, toutes les disciplines, tous les secteurs. Comment on procède? On supporte des partenariats entre le milieu académique et le non-académique. Donc, non-académique, on inclut les entreprises privées, les OBNL, les municipalités et les hôpitaux. Et afin que vous puissiez répondre, les municipalités par exemple, à vos défis avec des solutions venant du milieu académique et à collaborer avec des chercheurs, des étudiants dans des domaines et des expertises très spécialisées. Mitacs en chiffres, on a plus de 23 ans d'expérience. On a un budget qui approche le milliard de dollars sur 5 ans maintenant. On a investi 850 millions dans les dernières années, dans les 10 dernières années, dans des projets d'innovation, plus de 50 000 avec plus de 7 000 organismes partenaires. Et ce qui nous démarque parmi les autres organismes qui subventionnent l'innovation, on a plus de 120 conseillers, conseillères comme moi, au travers du Canada, qui est là pour vous aider à vous mailler avec des experts et des chercheurs du milieu académique. Oh, c'est un petit peu déphasé, mais nos programmes de financement se résument par cette slide-là. En fait, on a des programmes qui supportent un grand spectre de l'innovation. On va de la pré-recherche avec Accélération Explore, qui vous permet d'explorer si ça vaut la peine de faire un projet de recherche appliquée ou de R&D dans certains domaines comme l'intelligence artificielle, la cybersécurité, le quantique. Ensuite, on a notre programme phare qui est au centre, qui est Accélération, qui supporte les collaborations de recherche appliquée et de R&D entre le milieu académique et non académique, que ce soit dans tous les secteurs, toutes les disciplines, pour des projets ponctuels de minimum 4 mois ou fédérateurs de multidisciplinaires sur 5 ans. Et aussi, vous pouvez établir des collaborations au niveau national, au niveau du Canada, mais aussi à l'international si l'expertise ne se trouve pas au Canada. Et finalement, on a aussi des programmes qui supportent le post-recherche, donc la maturation, prototypage, développement, commercialisation, et avec stage de stratégie d'entreprise pour supporter toutes ces étapes-là de l'innovation. Mitacs, on subventionne la recherche, on subventionne l'innovation, mais on ne fait pas que ça. On est là aussi, comme je le disais, on a des conseillers, conseillères qui viennent vous supporter tout au long de votre parcours. On vous fait le maillage, c'est-à-dire qu'on vous trouve l'expertise qui répond à vos besoins avec les institutions post-secondaires. Ensuite, on vous aide à faire un roadmap, un plan d'innovation. Donc, est-ce que vous avez accès à du talent, des outils de fine pointe de la technologie, etc. Et ensuite, évidemment, on apporte un support, des dollars, du support financier pour que vous puissiez réaliser votre projet d'innovation. Dans tout ça, vous avez des avantages, vous rencontrez du talent, donc des experts, des étudiants dans différentes expertises spécialisées, donc qui peut être aussi une bonne période pour vous pour voir s'il y a un fit, est-ce que il y a une embauche par la suite après le projet d'innovation. Vous pouvez explorer la faisabilité d'un certain projet avant de procéder à des investissements. Par exemple, quand on touche les infrastructures, de la qualité de l'eau, etc., il y a beaucoup d'argent en compte. Donc, ça vaut la peine d'explorer la faisabilité avec un partenariat avec le milieu académique.
ça vous permet aussi de vous adapter plus rapidement à différentes technologies disruptives, si je peux m'exprimer comme ça, donc intelligence artificielle, cybersécurité. Et finalement, ça vous permet aussi d'établir des équipes de R&D temporaires pour vos projets, vos différents projets. Rapidement encore, on s'adapte à votre rythme. Nos programmes sont modulaires. On fonctionne par module de stage de 4 à 6 mois qui inclut les différents acteurs à votre gauche. Oui, votre gauche. Mais vous pouvez en demander le nombre que vous voulez qui sont nécessaires pour le projet selon le financement que vous avez besoin. Un exemple, donc un module, c'est 15 000 environ. On coupe la poire en deux, Mitacs prend 50 %, l'organisme partenaire, l'autre 50 %, qui vous donne accès à des chercheurs, des stagiaires jusqu'à 50 % du temps du projet, que ce soit de niveau collégial jusqu'au postdoc, dans tous les domaines, tous les secteurs, et qui viennent travailler sur le projet. C'est le vecteur d'innovation, c'est les étudiants et les chercheurs qui sont supervisés par des professeurs et des professeurs du milieu postsecondaire. Passons au vif du sujet. Alors, je vous cacherai, je vous apprends pas grand-chose, désolé, je vais le dire. Je vous apprends pas grand-chose. Les municipalités sont des innovateurs clés dans l'écosystème. Donc, il y a beaucoup d'innovations qui s'opèrent dans les municipalités. Par contre, les municipalités sont confrontées à des défis de plus en plus complexes et qui nécessitent des expertises de plus en plus spécialisées et plus poussées pour trouver des solutions à leurs problèmes. Il faut que les municipalités doivent continuer à innover parce que le résultat de l'innovation ultime, c'est l'amélioration de la qualité de vie. Donc, devant les défis et l'innovation qui doit être fait, Mitacs a ouvert ses programmes en 2020-2021 aux municipalités. Donc, vous n'étiez pas encore éligible, là, vous l'êtes. Et depuis le premier appel, on a supporté plus de 250 projets avec des municipalités, avec plus de 140 municipalités au travers du Canada. Et, encore de façon non surprenante, plus de 50 % des projets qu'on a supportés touchent le développement durable ou l'environnement. Donc, ce n'est pas étrange qu'on a choisi le domaine de la gestion de la qualité de l'eau et de la protection des sources d'eau, qui est un enjeu assez important et transverse dans toutes les municipalités. Et la bonne nouvelle, c'est que maintenant, ça ne fonctionne pas par appel à projet. Vous êtes à part entière, les municipalités éligibles à nos programmes. Vous pouvez déposer des demandes en tout temps. Les villes rencontrent des défis et des barrières. On aura François Proulx qui va pouvoir nous expliquer les différentes, dans le panel, plus en détail ces défis et ces barrières et comment les surmonter. Mais j'en ai mis quelques-uns ici. Donc, vous devez entreprendre des projets transformateurs, vous devez faire des actions climatiques, améliorer vos infrastructures, vous devez développer des communautés durables et tout ça en changeant vos politiques ou votre gouvernance. Et à travers ça, vous avez des barrières qui sont ces priorités qui peuvent être mises en compétition, des budgets suffisants, manque de données et besoin de ressources, je le redis encore une fois, des besoins de ressources et d'expertise spécialisées dans un large éventail pour tout faire ça. C'est pourquoi que le panel, c'est pour démontrer que l'importance de faire des partenariats entre les municipalités, les établissements postsecondaires, et les entreprises. C'est vraiment la collision des idées entre ces trois mondes-là qui fait en sorte que vous pouvez trouver les solutions et faire avancer les enjeux et trouver les solutions à vos enjeux. Et Mitacs, on est le lien entre la triade et on vient vous supporter et vous mettre et subventionner ces projets-là. Alors, le panel aujourd'hui porte particulièrement sur la gestion intelligente de la qualité de l'eau. Donc, et je vous présente les panélistes. On a Sonia Bemel, qui est PDG, cofondatrice de l'entreprise Watershed Monitoring, et professeure associée à l'ESSAD de l'Université Laval et professeure associée à l'INRS. On a François Proulx, qui est expert scientifique de la Ville de Québec et professeur associé à l'ESSAD de l'Université Laval, et professeur Manuel Rodriguez, qui est professeur titulaire et titulaire de la chaire
CRSNG en eau potable de l'Université Laval. C'est pas mal ça. Donc, alors, je crois que c'est Manuel qui commence. En effet, désolé, j'ai eu un petit blanc de mémoire. Qui va poursuivre. Donc, chacun va présenter pendant une dizaine de minutes des exemples de projets qui a fait valoir la triade que je mentionnais, ville, entreprise et établissement postsecondaire, qui ont été supportés par Mitacs et d'autres non. Et ensuite, on va revenir par une période de questions d'une vingtaine de minutes. Merci beaucoup. Merci, Benoît. Merci Benoît qui a fait une très bonne introduction parce que je vais parler dans les prochaines minutes, et merci pour l'invitation d'ailleurs. C'est le lien qu'il y a entre la recherche en partenariat avec des partenaires municipaux et d'autres, et les appuis qui sont donnés par les organisations financières comme Mitacs et le CRSNG. Alors je vous mettrai en contexte d'abord sur l'eau potable, sur la chaire, et sur comment les projets Mitacs nous permettent d'avoir une valeur ajoutée à ce qu'on fait dans une programmation de recherche universitaire et comment ça améliore les liens avec les partenaires lorsque les étudiants gradués, maîtrise, doctorat et postdoctorat, travaillent avec des professionnels des municipalités dans le cadre routinier des opérations, mais avec une perspective d'amélioration de villes intelligentes, d'optimisation. Alors, je vais donner 3 exemples de projets dans l'eau potable, mais avant ça, je vais vous dire c'est quoi une chaire en eau potable, et ensuite on fait le lien avec la valeur ajoutée que nous donnent les projets Mitacs. Donc, mon nom est Manuel Rodriguez, je suis professeur à l'ESAD, en aménagement du territoire, mais je suis spécialiste de la gestion de la qualité de l'eau. Et il y a environ 7 ans, on a fondé une chaire CRSNG en eau potable qui s'appelle « Gestion et surveillance de la qualité de l'eau potable » avec 2 mots-clés, de la source au robinet du citoyen. Donc, on est habitué à parler d'eau potable au niveau technologique, de traitement, d'usines, d'infrastructures. C'est très important, mais il y a au-delà de ça d'autres composantes. Il y a la source, un bassin versant qui peut être assez grand, où il y a des rivières, des aquifères, et il y a le citoyen qui est au bout du tuyau, qui reçoit une eau qui a été traitée, qui a été collectée il y a quelques heures, quelques jours et des fois quelques semaines, et une eau qu'il faut gérer au jour le jour. C'est vous qui passez les diapositives, c'est ça? OK, donc, une chaire en partenariat, alors le bailleur de fonds de la chaire, c'est le CRSNG, qui est le Conseil de recherche en sciences et génie du Canada. C'est une chaire en sciences et génie, mais avec des composantes importantes en sciences sociales de la participation et en sciences de la santé. On ne peut pas séparer l'eau potable de la santé. Le CRSNG, c'est un organisme fédéral qui finance les universitaires, les professeurs et les étudiants gradués pour faire des programmations ou des projets de recherche. Donc, c'est l'équivalent du FRQ provincial, mais à l'échelle nationale pour l'ensemble du Canada, mais aussi pour des projets internationaux. La chaire CRSNG en eau potable que nous avons élaborée à l'Université Laval avec nos partenaires comporte 5 partenaires, c'est-à-dire qui sont des partenaires qui s'intéressent à la recherche, qui contribuent à l'élaboration de la programmation, mais qui sont aussi des entités qui s'en servent des résultats et qui ont besoin des résultats pour s'améliorer. Ça peut résumer ça. Nous avons 2 partenaires municipaux, 2 municipalités, les 2 plus importantes municipalités de la région de Québec, évidemment la ville de Québec et la ville de Lévis, mais nous avons aussi des partenaires non municipaux. Commençons par Avanci Solutions, qui est une compagnie privée de recherche et développement qui développe des appareils, des instruments de suivi de la qualité de l'eau qu'on adapte pour la programmation de la chaire. Il y a Agiro, qui est l'organisation régionale de la protection du lac Saint-Charles, qui est la principale source d'eau de la ville de Québec. Et il y a Watershed Monitoring, évidemment, Sonia Bemel, qui est la présidente, qui va nous présenter tantôt quelles sont les avenues de recherche et de développement associées à l'eau potable. Donc, des partenaires qui contribuent aussi financièrement à la recherche. Donc, environ 60% du financement provient
du CRSNG, environ 40% proviennent de partenaires. Donc c'est quand même un risque et c'est quand même une contribution très importante sur 10 années, plusieurs millions, pour soutenir la recherche dans une université sur des questions de l'heure de la qualité de l'eau potable. C'est-à-dire que la ville de Lévis et la ville de Québec, ils ont une très bonne qualité de l'eau potable, mais ils veulent aller plus loin. Donc, être un peu plus intelligents dans leur gestion et développer des outils qui leur permettent d'améliorer les choses, mais aussi de les améliorer avec des coûts qui soient adéquats. Démystifier l'eau potable, il y a 3 composantes. L'usine qui est au milieu, alors il y a plein d'usines de traitement. Toutes les municipalités ont des usines de traitement d'eau, dépendamment s'ils sont approvisionnés par des eaux de surface ou des souterrains. Ces usines sont plus ou moins sophistiquées, plus ou moins complètes. Mais il y a aussi le réseau de distribution. Il faut se rappeler que même si les usines traitent l'eau de manière satisfaisante, il y a des municipalités, plus les municipalités sont grandes, ont un espace important, une population plus importante, plus les réseaux d'aqueducs vont être lents et plus l'eau va avoir de probabilités de se détériorer avant d'arriver au point de consommation. Donc ce sont des réacteurs. Je disais des fois, oui, des jours, ça peut être des fois des semaines, lorsqu'il y a des réservoirs qui gardent l'eau pour plusieurs jours. Donc il faut surveiller la qualité de l'eau à partir du moment où l'eau est traitée jusqu'à votre point de consommation chez vous. Et c'est un défi énorme parce qu'il faut connaître l'hydraulique, il faut connaître les comportements des contaminants et il faut générer des données. Alors, un autre mot-clé que vous allez garder, c'est la donnée. La donnée est fondamentale pour la prise de décision au niveau de la distribution de l'eau. Et plus en amont, on s'en va vers la source. Pourquoi? Parce qu'il y a 30 ans, on disait l'usine de traitement peut tout traiter. Peu importe ce qu'il y a dans la source, peu importe les cochonneries qu'il peut y avoir dans le point en aval du bassin versant, on est capable technologiquement d'enlever les contaminants. Oui, mais ce n'est pas durable. Alors, on s'en va vers une approche plus intégrale, à l'intérieur de laquelle on protège le bassin versant parce que la première goutte d'eau qui tombe plusieurs kilomètres ou plusieurs dizaines de kilomètres en amont de la prise d'eau, cette goutte d'eau va traverser le bassin versant et va peut-être se contaminer. Et plus elle est contaminée, plus ça coûte cher de traiter l'eau et moins les usines de traitement vont avoir une durée de vie. Alors maintenant, au Québec et ailleurs, on préconise l'approche intégrale de la source, bassin versant ou aquifère, si c'est l'eau souterraine, jusqu'au dernier point de consommation. La seule façon de gérer adéquatement, intelligemment la qualité de l'eau, c'est partir du point A, très en amont, du bassin versant jusqu'au dernier point de consommation, à l'extrémité du réseau de distribution, malgré que l'eau a déjà traversé plusieurs conduites pour plusieurs jours. On se demande pourquoi, dans un pays riche comme le Canada, et dans des municipalités qui ont déjà investi beaucoup et qui respectent les normes, les règlements, la législation, pourquoi il y a encore des défis? Oui, parce qu'il y a de plus en plus de pression. Dans les bassins versants, il y a de plus en plus de contaminants qu'on ne connaît pas. Depuis 30 ans, on consomme des choses, on consomme des médicaments, nous autres, en production agricole. C'est de nouveaux contaminants qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas encore réglementés, on ne connaît pas les effets sur la santé. On doit les documenter, donc la donner. Deuxièmement, les gens sont de plus en plus informés. Oui, on a accès à des téléphones cellulaires, on a accès à l'information de plus en plus. Il y a 30 ans, 40 ans, les gens avaient moins accès à l'information. Maintenant, c'est l'information continue. S'il y a une contamination de l'eau à Tokyo, on va le savoir et on va se poser la question, est-ce que ça peut nous arriver à nous autres? Ce qu'on ne demandait pas peut-être il y a 40 ou 50 ans. Mais aussi, le fait qu'il y a de nouveaux contaminants, qu'il y a de nouvelles pressions et de nouvelles connaissances, il y a un resserrement de plus en plus important de la réglementation. Et cette réglementation est de plus en plus serrée et on doit davantage trouver des solutions pour être sûr qu'on la respecte en tout temps et en tout lieu. C'est-à-dire, je vous ai parlé du réseau de distribution urbaine, des réseaux d'aqueducs. Il faut que la qualité de l'eau soit potable partout, mais aussi en tout temps. 365 jours par année, parce qu'on peut la boire, on peut la consommer à n'importe quel moment. Donc, les défis pour les municipalités, c'est fournir une eau de qualité qui minimise les risques à la population le plus possible. Ça veut dire que le risque zéro n'existe pas, mais on peut atteindre de plus en plus vers zéro, et qui maximise la confiance des citoyens. On peut avoir une eau transparente, inodore, incolore, mais peut-être contaminée, mais d'un autre côté, on peut avoir une eau qui est potable et qui goûte un petit peu au chlore et que vous n'allez pas boire.
On a fait tous les efforts pour la traiter, pour la distribuer. Elle est potable, sans risque, ou avec un risque minimal, mais on ne la boit pas parce qu'on n'aime pas le petit goût au chlore, qui est d'ailleurs une bonne protection quand ça goûte au chlore. Alors, c'est aussi travailler avec les citoyens pour s'assurer qu'ils sont satisfaits de l'eau qu'ils consomment, parce que quand même, on est en train d'investir des sous très, très importants pour le traitement et la distribution. Et il y a encore des gens qui prennent de l'eau embouteillée à la maison. Alors, ça n'a pas de sens qu'à Québec ou à Lévis, les gens prennent de l'eau embouteillée à la maison. Mais ça arrive. Donc, c'est quoi les objectifs de la recherche en partenariat ? Que ce soit avec une chaire CRS-NG ou que ce soit avec Mitacs, je vais tantôt présenter 3 projets Mitacs, c'est générer des connaissances, développer des méthodes, des méthodologies qui sont originales, qui sont nouvelles, mais aussi, à la fin, donner des outils, développer des outils d'aide à la décision. C'est-à-dire, avec la bonne donnée, avec les bonnes méthodes, pouvoir dire aux gestionnaires des municipalités, voilà un outil d'aide à la décision, plus ou moins simple, plus ou moins sophistiqué, qui vous aide à améliorer la gestion et la surveillance de la qualité de l'eau, de la source au robinet du consommateur. Alors, nous, on fait des transferts de connaissances à plusieurs égards. Évidemment, les municipalités, c'est le but d'aujourd'hui, mais on a d'autres partenaires dans le cadre d'autres projets, que ce soit les gouvernements. On aide les ministères de l'Environnement à mettre à jour les normes, à documenter la qualité de l'eau, à documenter les problèmes. La santé publique, on fait des partenariats avec des gens de l'INSPQ pour évaluer l'impact de la qualité de l'eau sur des prévalences de maladies liées à l'eau, par exemple, que ce soit aiguë ou chronique. Les consultants, parce que le Génie Conseil est le premier consultant des municipalités, donc eux, ils sont intéressés aussi à développer leur expertise pour donner des services aux municipalités. Et évidemment, puisqu'on développe des connaissances, on est une communauté de chercheurs qui partagent ces connaissances-là pour aller plus loin. Donc, pourquoi la chaire s'en sert aussi de manière positive des projets Mitacs? Parce qu'on a une programmation de 10 années qui est préétablie, mais on a des opportunités occasionnelles. Quand on dit, il y a un partenaire qui nous dit, on a un problème, on a une question, pouvez-vous vous pencher sur la question? La problématique ne fait pas partie de la programmation, mais en lien avec ce que les étudiants font. Donc, on va aller voir Mitacs pour dire, est-ce qu'il est possible d'avoir un financement pour faire un projet de 4 mois, de 8 mois, pour qu'un étudiant qui est au doctorat, qui travaille sur ce domaine-là, réponde à une question particulière. Et donc, l'étudiant, grâce aux bourses Mitacs, va s'en aller vers la municipalité pour passer 4 mois ou 8 mois à travailler sur un problème particulier, à interagir avec les professionnels, experts de l'eau aussi, et pouvoir partager leurs connaissances, leurs expériences, et arriver à une solution. Et ça permet à l'étudiant, évidemment, d'aller beaucoup plus loin sur la pratique et sur les besoins des municipalités, pas seulement de rester dans un laboratoire ou sur le terrain, mais également travailler avec les praticiens, les professionnels de l'eau. 3 exemples. Un exemple d'un projet déjà terminé, Mitacs, un exemple d'un projet en cours Mitacs et un exemple d'un projet qui s'en vient Mitacs, 2 qui sont liés à la source, un sur le bassin versant, un sur les alertes précoces pour que les opérateurs réagissent vite à des problèmes de contamination, et un 3e sur la surveillance intelligente optimisée de la qualité de l'eau en réseau de distribution. Alors, Rama, qui a déjà terminé son postdoctorat, nous a permis de développer des bases de connaissances et des compréhensions améliorées sur les contaminants d'intérêt émergents, qui ne sont pas réglementés, qui ne sont pas normés, mais la ville est intéressée à savoir, c'est le cas du lac Saint-Charles, de la prise d'eau principale de Québec, comment les contaminants d'intérêt émergents qui proviennent des humains, éventuellement des animaux, peuvent se retrouver dans les sources d'eau et peuvent atteindre éventuellement la prise d'eau. Ça nous permet de modéliser, de comprendre l'évolution espace-temps. Cela requiert des infrastructures, donc des équipements relativement sophistiqués pour analyser des contaminants qui sont à l'état de trace. Et on parle de microgrammes, moins que le microgramme, de nanogrammes par litre de contaminants qui était très difficile de mesurer il y a 30 ans. Maintenant, on a les équipements pour le faire et ça nous permet de générer beaucoup d'informations nouvelles sur des choses qu'on ne connaissait pas et de faire des portraits de l'évolution espace-temps des contaminants émergents dans les sources d'eau. Ça, c'est le cas des médicaments, l'acétaminophène, qui est très connu. On a fait plusieurs cas, et ça nous permet de se comparer aussi avec d'autres bassins versants et d'autres sources d'eau.
Deuxième projet, un projet sur les alertes précoces. Au Québec, il pleut beaucoup, mais les patrons de précipitations changent, semble-t-il. On a vu qu'il faisait super beau il y a 3 jours et que des fois il pleut en hiver aussi. Avant il n'y avait pas de redoux comme il y a maintenant en janvier. Donc les opérateurs se basent sur leur expérience. Il y a un lien très clair entre l'environnement, la météorologie et la qualité de l'eau. Lorsqu'il pleut 40 km en amont d'une prise d'eau, il va y avoir tôt ou tard un impact sur la prise d'eau. Donc, on développe, dans le cadre de ce projet MITAX, qui est fait avec la ville de Lévis et la ville de Québec, c'est avec la ville de Québec l'application ponctuelle, mais la programmation était faite avec la ville de Québec comme partenaire de la chaire. On développe une méthodologie pour lier les événements de pluie avec des pics de pollution à la prise d'eau. Je mets l'exemple de 2 paramètres fondamentaux pour le traitement de l'eau, la turbidité et la matière organique. Je n'entrerai pas en détail. Mais le problème courant, c'est que les opérateurs des usines, ils ne peuvent agir qu'en retard à la suite d'une précipitation. Ils ne sont pas prêts, c'est normal, parce que ça requiert des données, ça requiert de l'apprentissage automatique, ça requiert de machine learning, comme on dit, pour pouvoir évaluer, relier les phénomènes météorologiques avec des pics de qualité de l'eau. Donc, on développe un outil qui permet de connaître à l'avance la qualité de l'eau pour que l'opérateur ait le temps d'adapter son traitement et qu'il n'y ait pas de période d'éventuelle détérioration de la qualité de l'eau, tout en diminuant le coût de traitement, d'un traitement particulier qui s'appelle la coagulation, floculation, qui est le premier traitement qu'il y a dans toutes les usines de traitement d'eau de surface, lac ou rivière. Et ça va permettre à la ville de Québec et à la ville de Lévis de répondre à des questions réelles et de gagner du temps et de diminuer de coûts en produits chimiques, par exemple, au niveau du traitement. Allons-y dans le troisième projet, qui est un projet, celui d'Andrés Ardila, candidat au doctorat aussi, en réseau. Alors, vous imaginez, les gens de la ville de Québec, François pourra vous en parler, à tous les jours, ils sont sur le terrain pour faire des analyses de la qualité de l'eau dans plein de points d'échantillonnage dans la ville. 365 jours par année pour s'assurer que la qualité qui arrive chez vous est correcte. Alors, cette stratégie de surveillance qu'ils font les municipalités, elle est basée sur l'expérience, sur beaucoup de connaissances des opérateurs, mais peut-être elle n'est pas optimisée. Donc, Andrés va aller à la ville de Québec pour améliorer un système qui tient compte de l'hydraulique du réseau. Alors, de comment l'eau bouge dans les conduites, parce que vous savez que si vous ouvrez le robinet tous en même temps à midi, l'eau va couler très vite et va passer très peu de temps dans le réseau. Mais si vous arrêtez de consommer l'eau le soir, l'eau va stagner dans le réseau et là, elle n'aura plus de risque de se détériorer. Alors lui, il va développer un système hydraulique qui permet d'évaluer l'impact du temps de séjour de l'eau sur la qualité de l'eau un peu partout dans le réseau de distribution de la ville de Québec, pour ensuite pouvoir déterminer des points d'échantillonnage représentatifs, c'est-à-dire comment investir un montant que la ville a déjà pour surveiller la qualité de l'eau de façon plus optimale. Donc, évidemment, les exemples sont beaucoup plus développés que ça. Je donne l'idée générale. Donc, la ville de Québec aura un meilleur outil pour choisir ces points d'échantillonnage, choisir les paramètres selon les points, choisir les moments auxquels les gens sont plus exposés à des détériorations de la qualité de l'eau éventuelles. La valeur ajoutée des projets MITAX, alors ça c'est 3 projets MITAX qui nous donnent une valeur ajoutée parce que c'est des problématiques qui n'étaient pas initialement dans la programmation de la chaire, mais qu'un projet MITAX nous permet d'approfondir. Donc, pour les partenaires, pour les villes, dans ce cas-là, c'est des nouveaux enjeux, des nouvelles méthodes et des infrastructures que nous avons dans nos laboratoires d'avant-garde, par exemple pour mesurer les contaminants émergents, ou des méthodes de modélisation avec du machine learning pour gérer des grandes quantités de données, par exemple. Évidemment, recrutement d'étudiants gradués de haut niveau, on forme des maîtrises, doctorants et post-doctorants que les villes ensuite pourront éventuellement engager, et on améliore les pratiques des villes, les pratiques courantes des villes, on les optimise tout en pensant qu'il y a des budgets limités, comme partout dans les municipalités. Pour l'université, évidemment, pour nous, et mon intérêt en tant que représentant de la recherche universitaire, c'est la consolidation de la recherche, dans ce cas-là sur l'eau potable, ça veut dire on avance en connaissance, on augmente notre capacité de recherche, mais de formation. Notre but, c'est former du personnel hautement qualifié jeune, c'est-à-dire maîtrise, doctorat, postdoctorant. Donc l'important, c'est de donner à ces personnes-là l'opportunité, pas seulement de faire une recherche en laboratoire, mais de la
de l'appliquer chez les praticiens, dans ce cas-là, les municipalités qui sont les responsables de l'eau potable, et renforcer l'expertise universitaire dans le domaine voulu. Je pourrais vous en parler plus, mais je vais laisser la parole à mes collègues. Donc, si vous êtes intéressé à la chaire, on pourra en discuter, mais on a un site web avec tous nos projets. On est ici à Québec, à l'Université Laval, et on collabore beaucoup avec la Ville de Québec et avec Watershed Monitoring qui vont vous entretenir dans les prochaines minutes. Donc, j'inviterai Mme Bemel, PDG cofondatrice de Watershed Monitoring et professeure associée à l'ESA de l'Université Laval et de l'INRS, à nous faire sa présentation. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci d'être là. Donc, en fait, l'entreprise Watershed Monitoring avait une vision. On est une PME de Québec, maintenant aussi installée en France, et c'était comment est-ce qu'on peut contribuer de notre côté pour une meilleure gestion de la ressource eau, et ça vraiment en pensant aux petits et grands cycles de l'eau, donc de la source au robinet jusqu'au rejet, autant pour les eaux naturelles que pour les eaux urbaines, les eaux pluviales. Et notre vision, c'était que pour pouvoir y parvenir, il faut penser à avoir des réflexions sur l'acquisition stratégique de l'information en fonction de nos besoins, en développant des approches participatives pour intégrer les connaissances des citoyens, des parties prenantes et leurs besoins pour qu'ils puissent agir, et aussi de travailler sur des outils de mise en commun de connaissances. Et je dis bien connaissances et pas juste données. Parce qu'en fait, on a parlé toute la journée de données, mais on a parlé aussi beaucoup de connaissances, des informations qui proviennent des citoyens et parties prenantes. Tout ça fait un ensemble d'informations. Et ultimement, comment on exploite cette information, ces connaissances, pour améliorer la prise de décision, mais aussi pour soutenir les décisions, des fois, qui viennent autant des fonctionnaires ou de la politique, pour qu'on puisse expliquer aux citoyens pourquoi on fait certaines choses. Donc, notre vision, c'est vraiment vers une gestion éclairée de l'eau, et on a commencé à travailler sur le développement, ce qu'on peut qualifier d'un hypersystème de gestion de la donnée sur l'eau. Donc, de façon générale, on a vraiment cette vision pour soutenir des petits et des grandes collectivités. Là, je ne peux pas lire mon texte, c'est trop loin, fait que vous m'excuserez. Mais c'est vraiment de soutenir les petits et les grandes collectivités pour qu'ils puissent avoir les données, les informations, les connaissances nécessaires pour prendre les bonnes décisions, pour protéger et gérer leurs ressources, et aussi de trouver les moyens de rallier tous les acteurs de l'eau. Et là où j'ai souvent un problème quand on parle de gestion intégrée par bassin versant, c'est qu'on parle des acteurs de l'eau comme si c'était juste des organismes de bassin versant, la municipalité, mais on est tous des acteurs de l'eau, nous en tant que personnes, parce qu'on l'utilise tous, puis on la contamine aussi par le fait même. Donc, en fait, on est vraiment tout le monde rallié là-dedans. Donc, notre objectif, c'est de trouver aussi des façons de soutenir les organismes avec lesquels on travaille, que ce soit des municipalités, les organismes de bassin versant, des petites associations de lacs, des OBNL, des universités et autres, pour qu'il y ait un partage des connaissances, puis qu'on soit tous sur le même niveau, puis qu'on fasse aussi de la capacitation pour que les gens puissent se prendre en main chacun selon leurs besoins et leur réalité. Et souvent aussi, dans ce contexte-là, à propos de nous, je me sens tout le temps un peu mal placée quand on parle de ville intelligente. Parce que ville intelligente, ça présuppose qu'on travaille sur le territoire de la ville. Monsieur Nicolet l'a dit tout à l'heure, quand on parle de l'eau, on n'est pas confiné aux abords de notre ville. On est tributaire avec nos eaux de rejet à la mauvaise qualité de quelqu'un d'autre, ou bien on reçoit la qualité d'eau des autres. Donc, il faut vraiment parler, quand on parle de gestion de l'eau, il faut parler vraiment de communauté intelligente et communauté apprenante. Il faut que ça aille dans tous les sens et on doit travailler dans cette solidarité amont-aval. Donc, ville intelligente, c'est peut-être pas le meilleur, si on veut, terme choisi pour la gestion de l'eau.
Donc, comme je l'ai mentionné, on offre une expertise conseil pour que les gens aient les connaissances pour qu'on parle tous le même langage. Parce que ce matin, je pense que c'était M. Larouche qui a mentionné, c'est que, bon, il y a des ingénieurs, il faut que l'ingénieur apprenne à écouter les citoyens. Dans le cas de la gestion de l'eau, on a les ingénieurs, les chimistes, je ne vais pas l'oublier parce qu'il y a un chimiste ici qui me dit tout le temps, on m'oublie, les biologistes, les limnologistes, les citoyens, les chercheurs, ceux qui ont vraiment les connaissances, le gros bon sens aussi, les observatoires. L'objectif, c'est de vraiment qu'on ait la formation, on offre la formation pour que tout le monde parle le même langage, pour qu'on prenne les bonnes décisions pour la gestion de l'eau. Ensuite, on travaille aussi beaucoup sur l'intégration des technologies de l'information. C'est-à-dire que, oui, on a développé un logiciel intégré pour la gestion de données de l'eau de la source urbainique, que je vais vous expliquer un peu. Mais souvent, il y a beaucoup d'autres outils et des outils intéressants qui ont été présentés ce matin, mais il y a plein d'informations qui doivent travailler ensemble. Donc, on travaille sur la gestion de différents outils et sur le logiciel service qu'on développe, notamment en collaboration depuis des années avec la chaire de recherche en eau potable, avec du support MITAX sur des projets ponctuels et presque en continu parce qu'on a un plan de développement à long terme. Donc, l'objectif global, c'est vraiment de faire utiliser une technologie facile d'utilisation pour gérer toutes les données qualitatives, quantitatives et métadonnées pour expliquer nos impacts sur les qualités de l'eau pour prendre une prise de décision éclairée pour la gestion de la ressource. Puis je vais aller dans quelques petits exemples. Donc d'abord, quand on parle d'une gestion intégrée du cycle de l'eau, comme M. Rodriguez l'a mentionné, on doit d'abord établir l'état de la ressource en eau. On doit établir la qualité d'eau des lacs, des rivières. On doit comprendre d'où viennent les changements, que ce soit les précipitations, que ce soit des événements spéciaux, des feux de forêt. On doit documenter tout ça par des suivis, que ce soit des suivis en in situ, des suivis en continu, des suivis par caméra, comme ça a été présenté ce matin. Toute cette information-là doit être intégrée et on doit intégrer à ça aussi tous les résultats des études universitaires. Ensuite, on doit faire l'analyse des vulnérabilités, c'est-à-dire qu'on doit trouver toutes les causes potentielles et probables et avérées qui ont pu contaminer ou changer la qualité de l'eau. Donc, ça, c'est vraiment l'inventaire de toutes les activités anthropiques et leur potentiel d'émanation de contaminants. Et ça a été réglementé dans le cadre du règlement sur le prélèvement des eaux et la protection au Québec. Un règlement que, grâce à la collaboration avec la chaire de recherche et du support MITAX, qu'on a à toute fin pratique informatisé. Donc, on l'a automatisé pour qu'on puisse la mettre à jour en continu et en tout temps savoir c'est quoi notre vulnérabilité à notre source d'eau et quelles sont les causes probables à l'aide d'une interface cartographique avec les activités humaines et les données prises en temps réel à l'eau brute dans les usines de traitement d'eau potable et dans le réseau de distribution. Donc, on intègre cette information. Et ensuite, on est capable aussi de faire le lien entre le traitement, la capacité de traitement d'une usine de traitement d'eau potable et comment que la qualité d'eau se propage dans le réseau de distribution. Donc, on intègre toute cette information-là et ultimement aussi, on n'en parle pas assez souvent, c'est qu'on doit aussi gérer toutes les informations sur la qualité de l'eau usée dans le réseau de collecte et à partir du moment qu'on le retourne dans l'environnement. Et ultimement, pour que tout le monde soit au courant de tout ça, on doit travailler aussi sur une communication bidirectionnelle. Autant qu'on doit savoir ce que les citoyens savent et observent dans le bassin versant, parce que des fois, ils sont immenses. On doit savoir est-ce qu'il y a une observation sur des déversements illicites. Est-ce qu'il y a des observations sur les efflorescences des cyanobactéries ou algues bleues-verts. Et on veut savoir ce qui se passe au niveau de l'eau potable. On parlait tout à l'heure à partir du moment qu'on analyse une donnée en laboratoire, ça peut prendre 24 à 48 heures avant d'avoir les résultats. On n'a pas tout le temps la donnée en temps réel parce que tout
paramètre ne peut pas être mesuré en temps réel. Mais souvent, un des premiers alertes précoces, c'est l'observation du citoyen. Il y a des goûts, odeurs à son robinet, peut le communiquer, il y a un malaise. On peut faire des clusters de ces plaintes-là pour savoir, mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a eu plusieurs exemples au Québec les dernières années où il y a eu des informations qui venaient des citoyens qui ont amené aux municipalités d'intervenir parce que le système d'alerte précoce, ce n'était pas la donnée analysée en laboratoire ou par un outil, un instrument sophistiqué, mais c'était le gros bon sens du citoyen qui a informé la municipalité. Donc, on doit vraiment penser de manière très holistique aussi en termes de données, de connaissances, d'informations et les gérer ensemble. On a travaillé, entre autres, je vais vous montrer quelques cas d'exemples concrets d'applications avec des cas spécifiques. Je vous parlais tout à l'heure des efflorescences des cyanobactéries. Les efflorescences des cyanobactéries, les algues bleu-vert, c'est des algues microscopiques ou plus des bactéries, qu'on devrait les appeler, qui polluent nos lacs, notamment quand il y a beaucoup d'éléments nutritifs comme l'azote et le phosphore. Et l'eau vient impropice à la baignade, impropice à la pêche, impropice à l'irrigation agricole. On ne peut pas donner ça aux animaux et ça devient excessivement difficile, voire impossible pour le traiter, pour la potabilisation. Donc, ce qu'on a développé en collaboration, entre autres, avec la chaire de recherche, mais notamment avec l'Agence spatiale européenne, c'est qu'on utilise les données de satellites pour prédire les conditions favorables à l'efflorescence des cyanobactéries. Donc, c'est un service qui détermine, comme une prédiction météorologique, jusqu'à 3 jours à l'avance, si on a les conditions qui sont favorables au développement des algues bleu-vert pour qu'on puisse prédire et intervenir selon selon les spécificités du milieu. Et on peut évidemment intervenir et faire apprendre le système parce qu'on va utiliser les observations, encore une fois, des citoyens pour un lac spécifique pour dire oui, on a eu une observation finalement pour que les systèmes pour le lac spécifique puissent apprendre et être de plus en plus précis en termes de prédiction. On a aussi, parce que ultimement, je ne l'ai peut-être pas mentionné encore, mais ultimement, ce qu'on doit faire, c'est qu'à partir du moment qu'on profite d'une collaboration avec la recherche, avec Mitacs, un des objectifs de l'entreprise privée, c'est que l'outil devienne accessible, qu'on puisse le rendre accessible pour des petites et grandes organisations. Et parce que tout à l'heure, je pense que c'est M. Nicolet qui l'a mentionné, des fois, on parlait de ville intelligente, on parle d'outils sophistiqués qui coûtent une fortune, mais quand on parle de gestion de l'eau, tout le monde devrait y avoir accès aux outils. Et c'est un peu ça qu'on fait. Nous, on vise le transfert de la technologie à toutes sortes d'organisations. Et cette organisation-là, c'est le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon, qui est un peu au sud de Bordeaux, qui est un peu le pendant d'une régie intermunicipale, qui s'occupe de toute la gestion de l'eau usée de toutes les communes alentour du bassin d'Arcachon, qui est un World Heritage Site. Et ce qu'ils font, c'est que toutes les données de la qualité de l'eau des lacs, des rivières, des eaux souterraines qui se versent dans le bassin d'Arcachon, les données de baignade, les données sur la pêche, c'est eux qui récoltent toute cette information-là, plus les données des eaux usées. Ils les gèrent par notre outil et le communiquent à travers de leurs cartes interactives et d'autres outils pour que le grand public y ait accès et qu'il soit informé sur qu'est-ce qui se passe dans le bassin d'Arcachon pour qu'il puisse agir et prévenir en fonction de tout ça et de prendre les bonnes décisions pour la gestion du territoire. Du côté de Québec, notre outil est utilisé par, et ça c'est vraiment l'analyse des vulnérabilités, notre outil est utilisé souvent par des organismes de bassins versants. Vous savez probablement que le Québec est divisé en 40 bassins versants prioritaires aux zones de gestion intégrée, je devrais dire. Et les organismes de bassins versants sont vraiment l'organisme par prédilection de fédérer les différentes municipalités dans leur tâche de travailler ensemble pour se protéger mutuellement de leurs sources d'eau. Et en utilisant notre outil comme le COGESAF sur la rivière Saint-François, ils ont fédéré les analyses de vulnérabilité de plusieurs municipalités amont-aval pour savoir quelle ville est tributaire de quel problème
Et présentement, on travaille sur un cadre d'un projet de recherche avec M. Rodriguez, financé par Mitacs, sur l'utilisation des résultats de ces analyses de vulnérabilité pour automatiser davantage les plans de protection pour que ça devienne plus facile et de manière complètement objective de faire les plans de protection pour réduire l'impact de contaminants de certaines organisations. Excusez-moi. Donc, j'ai un petit peu dévancé celui-là parce que c'est effectivement un petit peu le lien de ce projet-là pour notamment les plans de protection, les analyses de vulnérabilité, c'est plus ou moins terminé. Mais la partie qui est présentement cachée ici en bas dans la ligne, ça, c'est un outil d'aide à la décision qui est un gros projet sur 2 ans où on utilise la combinaison de la qualité de l'eau à l'eau brute, la qualité de l'eau traitée, la qualité de l'eau dans le réseau de distribution combinée avec les différents effets des matériaux de la tuyauterie pour savoir quel est l'effet de la quincaillerie, si vous permettez, en lien avec la qualité de l'eau intrinsèque et la dégradation de la qualité de l'eau dans le réseau de distribution. Parce que les réseaux de distribution, par les ingénieurs, sont souvent vus beaucoup sur l'hydraulique, donc la distribution et le matériau. Mais à quel point que ces choix-là ont un impact sur la qualité de l'eau qui est distribuée, ça, c'est souvent un petit peu l'enfant pauvre de la question, puis c'est entre autres un des sujets de la chaire de recherche de manière générale et de ce projet-là spécifiquement. Et une des retombées plus proches, pour terminer avec cet exemple-là, c'est que tantôt, on a parlé d'un des partenaires de la chaire, c'est Agiro. Agiro, c'est un organisme sans but lucratif qui opère le plus grand programme de suivi de la qualité d'eau des lacs et rivières, probablement au Canada, qui est entièrement financé par la Ville de Québec. Et toutes leurs données sont gérées par l'outil Enki. Donc, ce que ça permet de faire, c'est qu'étant donné que là, on a une donnée sur du très long terme, qualitative, quantitative, avec les métadonnées, avec la documentation, donc la donnée qui est robuste, qui est fiable, qui est défendable, qu'on a réussi d'utiliser cette donnée-là pour les rapports, les communications pour lesquelles qui ont été destinées à la base pour aider la Ville de Québec à prendre les bonnes décisions avec les villes en amont pour protéger la ressource. Mais ces données-là sont aussi réutilisées et réutilisées pour tout plein de projets de recherche financés par Mitacs. Il y en a un qui a été présenté ce midi, cette valeur, on l'a manqué, ce n'était pas ici. C'est entre autres le lien entre la myriophylle, la fameuse plante zombie que tout le monde parle au Québec, qui a probablement un effet, en Europe, on le sait déjà, mais un effet très bon sur la filtration de l'eau des lacs, mais qui a probablement aussi un effet de cyanocide, ça veut dire qu'il tue les cyanobactéries qui produisent les toxines. Donc, c'est un projet pour vérifier cette théorie-là, pour laisser probablement la myriophylle pousser dans le lac Saint-Charles, parce que c'est probablement bénéfique pour le lac Saint-Charles, principale source d'eau potable de la Ville de Québec. Ce que je veux en dire, c'est que toutes ces informations-là sont utilisées et réutilisées pour qu'on prenne présentement les bonnes décisions et de s'en aller vers une gestion du bassin versant de la rivière Saint-Charles en solidarité à Mont-Aval. Donc, concrètement, ce qui se fait déjà, c'est qu'il y a l'achat de terrains en quantité importante pour la protection, la restauration. On a énormément de gestion d'amélioration des eaux pluviales. Il y a plusieurs projets avec l'ingénierie à Québec. À chaque fois qu'une rue est ouverte autour du lac Saint-Charles, on va y penser aussi pour la refaire en fonction d'une maximisation d'infiltration et traitement des eaux pluviales. Il y a une réglementation qui vise à augmenter de manière, à chaque année, d'un certain pourcentage les écoroutes d'hiver pour réduire les sels de voirie au maximum. Et on travaille sur une étude de faisabilité pour raccorder le maximum d'installations septiques autonomes et les 2 usines de Stoneham et Lac-de-Lage. Fait que ça, c'est toutes les choses qui sont possibles parce qu'on a la donnée robuste et que cette donnée-là est valorisée à travers des projets, des rapports, mais aussi révalorisée et augmentée en valeur à travers des projets de recherche en collaboration avec la chaire et le support financier de Mitacs. Donc, pour terminer, l'objectif, c'est vraiment, il faut toujours travailler de manière collaborative, il faut être à l'écoute, il faut écouter les besoins, et ça de tout le monde pour arriver à une gestion éclairée de l'eau. Donc voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Madame Bemel. Donc, j'inviterai Monsieur François Proust, chimiste, professeur associé à l'ESA de l'Université Laval et expert scientifique pour la Ville de Québec, à faire sa petite présentation. Merci pour les présentateurs avant moi, professeur Rodriguez et Madame Dr Bemel. Donc, on sort les grands titres aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la recherche universitaire dans une ville comme la Ville de Québec. Des fois, ça fait peur un peu, une ville. C'est moi, au début, qui ai initié beaucoup à la Ville de Québec la collaboration avec les universités. Et ça faisait peur. Parce qu'on est dans une ville, on travaille avec nos choses de tous les jours. Notre objectif, il faut se le rappeler, hein, dans une ville, c'est de traiter de l'eau, ramasser des matières résiduelles, déneiger, des choses comme ça. Donc, le travail de base dans une ville, c'est ça. Le reste, c'est des beaux projets. Donc, quand j'arrivais avec ça, ils me disaient, « Ouais, déjà, notre cour est pleine, tu sais, tu m'en rajoutes. » Donc, ça a été, dès mon arrivée à la ville, il y a 24 ans, tout de suite, moi, je m'occupais des laboratoires à la Ville de Québec. Je voyais bien qu'à dans l'eau potable, on répondait à toutes les normes, mais je me disais, la norme qui va sortir dans 10 ans, est-ce qu'on va être capable d'y répondre? Parce que si on attend dans 10 ans pour répondre à une norme, ça coûte une fortune à régler. Donc, si on la traite d'avance, on la voit arriver, parce qu'on va se le dire, c'est les chercheurs qui mettent en évidence une problématique d'eau, bien, ça nous donne 10 ans, 15 ans, 20 ans d'avance sur les autres municipalités ou les autres dans le domaine du traitement, sur le gouvernement d'ailleurs, avant qu'ils émettent eux-mêmes la norme, pour pouvoir réagir. Donc, c'est moins coûteux. J'utilise ça pour avancer? Oui. OK. Comme ça. OK, c'est beau. Donc, tout d'abord, il a fallu que je convainque mes collègues à la Ville qu'est-ce que c'est de la recherche. Donc, l'amélioration continue, on connaît tous ça. Ça, on fait ça dans notre quotidien. N'importe qui travaille, même quand on conduit notre voiture, on fait de l'amélioration continue. Hein. Le matin, quand on est pris dans le trafic, on trouve un autre chemin, c'est l'amélioration continue. Donc, ça, c'est intrinsèque à nous. On est capable, tous les jours, de faire de l'amélioration continue. On évolue toujours, OK, dans notre travail. Ça fait partie, d'ailleurs, souvent, c'est pour ça qu'on aime notre travail. On s'améliore toujours. L'autre partie, c'est la consultation. On l'a vu ce matin, mes collègues de l'ingénierie ont fait appel à une firme intermédiaire pour pouvoir régler un problème de route, de fissurage de route. Ils sont allés chercher de l'expertise qu'il n'y avait pas, mais une expertise qui existait. Ça, c'est la consultation. Et puis, la recherche, bien là, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, il faut toujours penser à la recherche, il y a un inconnu. S'il n'y a pas d'inconnu, ce n'est pas de la recherche. Donc, il y a un inconnu, il y a une partie qu'on ne connaît pas. Donc là, on a besoin d'une expertise qui est souvent universitaire. Donc, on va aller chercher ces gens-là. Donc, moi, il y a plusieurs années, on avait commencé avec Manuel un projet de chaire. Donc, il parlait d'il y a 10 ans, mais la première chaire a commencé à la Ville de Québec. D'ailleurs, c'était une chaire uniquement Ville de Québec qui a débuté en 2005. Hein? Donc, on a commencé avec ça, mais déjà, il y avait de la collaboration avec les universités. Ça faisait 30 ans déjà qu'il y avait de la collaboration avec le professeur Serrod avant Manuel. Et puis, ça nous a permis d'avancer beaucoup. Chaque dollar investi, on l'avait estimé à l'époque, puis c'est encore pas mal pareil. Donc, quand on investit $1, ça nous en rapporte à peu près 3-4 $. Je dirais, là, pour régler des problèmes, des fois, qui nous semblent insurmontable, et finalement, c'est plus simple qu'on pensait. Donc, l'Université Laval, on a la chaire de recherche dont on a parlé. On travaille en hydraulique de réseau, mais aussi en hydraulique de cours d'eau avec le professeur Morse. À l'époque, on travaille avec les eaux souterraines. On a un gros projet actuellement. On travaille avec le département de chimie aussi pour les nanoplastiques. Donc, les élus de la Ville de Québec qui sont ici, vous allez l'avoir bientôt. Le 17 novembre, je pense que vous allez l'avoir dans vos cartons. Et puis, il y a une chaire sur le béton. On travaille beaucoup avec des problématiques de santé humaine. Il y a énormément de projets à la Ville de Québec qui sont en lien avec l'Université Laval et aussi NRS-ETE. Donc, des projets. Moi, c'est mon rôle, entre autres, à la Ville de Québec, c'est de faire le lien avec l'université. Puis, je dirais qu'on a quelques millions de dollars de projets
avec les universités actuellement. Donc, les projets de recherche nous ont conduits à prendre des belles prises de décision, ne serait-ce que, je me rappelle, je me battais au début quand je rentrais à la ville pour arrêter la préchloration. Je ne sais pas si tu te souviens, Manuel, la préchloration de notre eau brute, parce qu'il y avait une idée, on a tous été élevés là-dedans, ceux qui sont dans le traitement, que la préchloration aidait le traitement. Par la suite, donc tout le monde préchlorait. Manuel, qui est un spécialiste des sous-produits, disait « Arrêtez de faire ça, vous créez bien trop de sous-produits. » Puis à l'époque, on ne s'occupait pas trop de ça. Donc moi, on a travaillé là-dessus. Ça m'a pris 5 ans à faire arrêter la préchloration. On y est arrivé. Et puis on ne met plus de préchloration depuis plusieurs... Bien, en fait, depuis peut-être 2000, 1999-2000. Ensuite, protection diagnostique des sources d'eau potable. Il a fallu travailler énormément là-dessus parce que ça a l'air facile, la protection des sources d'eau potable. Il faut regarder les usages un par un, regarder s'ils polluent, comment ils polluent, puis comment les régler. Ensuite, plan d'action pour la protection du lac Saint-Charles, ça nous a conduit. Puis là, on ne parle pas rien que des recherches de la Chaire, mais des recherches de l'INRS, ETE, avec des professeurs de l'INRS qui nous ont permis d'avancer dans notre plan d'action. Gestion de la neige usée, on a travaillé aussi avec Agiro, mais avec un étudiant de l'Université Laval, 2 projets qu'il y a eu sur les neiges usées. Gestion de la qualité de l'eau potable en réseau, on en a parlé tout à l'heure, et on a travaillé beaucoup en processus d'aide à la décision. Parce que quand on vient pour prendre une décision, ce n'est pas tout le temps évident. Donc, des fois, on voit, il y a tellement de solutions possibles qu'on n'est plus capable de prendre de décision. Donc, un processus d'aide à la décision nous permet de voir clair là-dedans. Donc, on a travaillé ça avec Irène notamment et Emmanuel. Irène, je ne me rappelle plus son nom de famille, département d'administration, à visite, c'est ça. Des conditions gagnantes. Donc, pour la ville, c'est très intéressant pour une ville d'accueillir des étudiants stagiaires, là, comme les étudiants MITAX, parce qu'ils arrivent chez nous et puis ils nous montrent leurs nouvelles connaissances qu'ils ont acquises durant la bac, maîtrise et doctorat. Mais aussi, ça nous donne, comme dans le cas de la chaire de recherche en eau potable, accès à d'équipements spécialisés. Donc, quand il y a de l'équipement qui est acheté par les universités, des fois, ils viennent le placer dans les laboratoires de la ville. Donc, à la ville, c'est un gros secret bien gardé, mais on a un des plus importants laboratoires de la province dans le domaine municipal. C'est un superbe laboratoire. Si vous avez la chance de le visiter, ça me fera plaisir de vous donner accès. Et puis, donc, on a de l'équipement, puis les étudiants viennent travailler sur ces équipements-là. On a une interaction avec eux. Donc, ça nous permet aussi d'avoir des interactions avec les chercheurs. Donc, à la Ville de Québec, quand il y a des présentations des étudiants et tout, dans leurs résultats de recherche, dans leurs thèses, dans leurs articles scientifiques, on est les premiers souvent à les lire, à les commenter. Donc, on est dedans, on est partie prenante de la recherche. On a accès à des connaissances scientifiques parce que nous, les villes, on n'a pas accès à toutes les bases de données de littérature scientifique. C'est accessible seulement aux universités. Donc, nous autres, on s'en va se coller sur les universités, puis on a accès à tous les périodiques. Puis ceux qui ont déjà fait de la recherche universitaire ici savent que c'est précieux. Ça coûte très, très cher de s'abonner à ces bases de données-là. Ça nous permet aussi de faire de la formation continue de nos employés. Ça leur permet d'être toujours à la fine pointe de l'actualité. Donc, hier, justement, j'étais en train de régler un dossier MITAX avec un de mes collègues de l'ingénierie, puis il avait hâte de pouvoir, justement, rencontrer le futur étudiant, parce qu'il dit « Je vais-tu avoir le droit de se poser d'autres questions que le projet sur lesquels on a... » Oui, j'ai dit « C'est pas fermé comme ça, un projet, donc il va pouvoir... avoir d'autres informations sur ce qui l'intéresse dans le domaine de l'hydraulique. Pour l'université, bien, l'intérêt, c'est d'avoir accès aux installations d'une ville, parce qu'en laboratoire d'université, c'est bien, les laboratoires d'université, mais c'est des petits réseaux qui mesurent, je ne sais pas moi, 100, 150 pieds, tandis qu'un réseau de 2500 km, c'est un petit peu différent. Donc, il y a des réalités différentes qui nous permettent de voir des choses un petit peu plus réelles. Ça permet aussi d'avoir accès à des gens qui ont les deux mains dedans, tous les jours. Parce que des fois, tu apprends des choses à l'université, puis la réalité, c'est un petit peu différent. Hein? Les plaintes, on n'a pas... Les plaintes de citoyens à l'université, on n'en parle pas trop.
mais ça fait partie du quotidien dans les municipalités. Donc, c'est ça. Puis, on a accès aussi à parce que c'est pas rien que les universités qui ont des équipements de pointe, il y a les villes qui ont des équipements de pointe, donc ça leur donne accès à des instruments intéressants. Donc, c'est une participation qui est gagnante. Donc, moi, c'était tout pour ma présentation. Je ne fais pas de conclusion, donc ça s'arrête là. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vous inviterai à vous asseoir pour la courte période des questions. Vous pouvez vous diriger ici. Merci. Ça va? OK, parfait. Est-ce que vous avez votre micro? Oui, parfait. Merci beaucoup pour ces présentations. Je pense qu'on a eu un bel exemple de la collaboration entre différentes sphères pour créer un projet de recherche. Je me demandais, peut-être question qui peut paraître un peu néophyte, mais comment ça marche, comment ça fonctionne la hiérarchie dans ce cas-là? Parce que, étant donné qu'il y a plusieurs instances, est-ce que pour qu'il y ait une vision commune, et comment ça fonctionne? Oui. Oui, vous êtes déjà branché. Correct. Donc, oui, bien, en fait, ça part d'une impulsion normalement de service demandeur, donc soit l'entreprise, soit la ville, dans notre cas. Donc, on a une problématique. Si je prends le cas, par exemple, de Andrés, le projet qu'on va commencer avec Mitax, on avait une problématique qui était venue du vérificateur général qui disait qu'on avait trop de points de prélèvement. On surveillait trop la qualité de notre eau potable. Bon, vous allez tous rigoler. Moi, j'ai rigolé aussi. Je pensais que c'était une blague, mais non, c'était vrai. Donc, on a dit, OK, il faut l'adresser. Le vérificateur général, c'est pas rien. Donc, j'en ai parlé avec Manuel. On a dit, ouais, OK, ça sera pas simple, ça sera pas simple. Donc, on a travaillé là-dessus. Et puis, on est arrivé à un projet. Après ça, à l'interne, pour la gouvernance, bien là, à l'interne, il faut que je me trouve un partenaire. Parce que moi, il y avait le partenaire qui était qualité d'eau, qui s'occupe du suivi de la qualité de l'eau. Mais il y avait le partenaire qui a l'expertise dans le réseau, qui est l'ingénierie. C'est une spécialité, là, la modélisation de réseau. Donc, c'est ça. J'ai fini, d'ailleurs, hier, ce matin, j'ai fini le projet de l'attacher à la ville. Donc, c'est réglé. Ça a pris à peu près, je dirais, 3-4 mois à peu près. Okay, parfait, merci. Et quand est-ce qu'on décide de faire un projet de recherche au lieu, par exemple, d'un projet pilote? C'est quand on se dit que là, ça serait peut-être mieux d'aller avec l'aspect académique? Bien, en fait, d'abord, je pense qu'à partir du moment où le projet de recherche, c'est qu'il y a vraiment une bonne incertitude. Parce qu'à partir du moment qu'on a vraiment une hypothèse et qu'on a vérifié soit à travers d'une revue de littérature ou aussi en regardant ce qui se fait déjà au privé, parce que souvent, beaucoup de recherches en privé qui n'est pas nécessairement très bien documentée à travers de la littérature scientifique, mais on vérifie cette hypothèse-là basée sur une étude de marché et une revue de la littérature. Et quand on a tellement d'incertitudes qu'on dit « Ah, ben, peut-être l'axe qu'on veut prendre n'est pas la bonne, on va aller avec un projet de recherche. » Et à partir du moment qu'on est assez certain de notre hypothèse puis tout ce qui est derrière, on va aller avec un projet pilote. Puis le bon exemple, c'est l'analyse de vulnérabilité. Quand on a vu sortir le règlement sur le prélèvement des eaux et la protection, l'hypothèse à nous, c'était on peut les digitaliser. On peut faire automatiser tout le processus. Fait qu'on a fait vérifier à travers une étudiante si le règlement était propice à être informatisé. Ensuite, on est passé à une vitrine technologique avec la Ville de Québec pour faire un démo pour ensuite le commercialiser. Et comment ça fonctionne au niveau de la propriété intellectuelle? Parce que quand on parle de chercheurs universitaires ou académiques, après, s'il y a des modèles qui voudraient être copiés ou, disons, faits ailleurs dans la province, s'il y a des succès, etc., comment ça fonctionne? Ça, c'est vraiment du cas par cas. Là. Quand c'est des gros projets, comme là, actuellement, là, c'est pas avec la Charte, donc c'est avec INRS ETE. On est en train de travailler sur un projet de traitement des selles de voirie
pour éviter la contamination des cours d'eau. Donc, eux, d'après moi, ça va probablement aboutir à un projet qui va avoir soit un brevet ou quelque chose de genre. Nous, en fait, dans l'entente qu'on a faite, c'est qu'on abandonne ça. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de faire de l'argent. Une ville, son but, c'est pas de faire de l'argent avec la recherche des chercheurs, mais c'est de régler son problème. Donc, notre problème va être réglé, ça va être réglé. Et ensuite, bien, le chercheur, lui, va pouvoir évoluer avec son brevet s'il y en a un. Donc, ça, on appelle ça un abandon de droit d'auteur. C'est clair que c'est un enjeu qui se pose dès le début, c'est-à-dire que autant pour Mitacs que pour le CRSNG dans notre cas, lorsqu'on propose une programmation de recherche, on doit déjà prévoir la propriété intellectuelle dès le début. Alors, pour que ça soit complètement transparente, et puisque ce sont deux partenaires avec lesquels on va travailler pendant 10 ans, que ce soit aussi un lien de confiance par rapport à cette propriété intellectuelle. Il y a toutes sortes de détails et des complexités par rapport à ça, mais il faut s'en sortir, parce que si on fait des recherches en partenariat, il faut que les partenaires aient c'est-à-dire que les objectifs soient atteints du point de vue de ce qu'ils veulent développer, mais pour nous, que nos étudiants soient aussi protégés. Parce que moi, je ne fais pas de l'argent avec ça, j'ai mon salaire de l'université, mais les étudiants, des fois, développent des trucs avec lesquels ils peuvent aller plus loin une fois qu'ils sont gradués. Alors, tout doit être très, très clair, transparent et en lien de confiance totale. Puis j'aimerais ajouter quelque chose qui est très peu connu, là, que le projet se développe à travers d'une chaire avec une industrie, avec Mitacs. Toutes les universités ont d'emblée une politique de propriété intellectuelle. Et même si vous avez, en tant qu'étudiant, 0 financement de votre université, vous ne faites pas partie d'un projet de recherche ou un Mitacs, l'université se garde un droit sur votre propriété intellectuelle. Il faut être très vigilant en tant qu'étudiant, chercheur, partenaire, etc. Et chaque université a sa propre politique. Ça prend vraiment un avocat spécialisé en propriété intellectuelle pour toutes les parties éventuellement. Oui. Et puis, si je peux rajouter, nous autres, c'est tout vérifié par les avocats chez nous, là, toutes ces ententes-là, mais la Ville, on veut que les universités sur notre territoire, on y croit, là, toute l'éducation supérieure, on croit à ça. Donc, on ne veut pas nuire à ça, ce n'est pas le but d'une ville, là, de nuire. Donc, nous, c'est vraiment, on règle notre problème, on va trouver une solution, ça va être parfait, on va évoluer. Nous autres, où est-ce qu'on tire notre avantage et notre profit de ça, c'est d'améliorer la qualité de vie des citoyens. Ça on est gagnant. Puis après ça, les universitaires. Parce que souvent, j'entends à l'interne, « Ah oui, il ne faudrait pas que les gens publient tout de suite là-dessus. » Non, ça, tu ne peux pas t'immiscer dans le processus de publication scientifique d'un étudiant. C'est plus simple avec la Ville, parce que c'est une entité publique. Je ne sais pas, Benoît, si dans les expériences de Mitacs, avec des entreprises. Des entreprises, oui, bien c'est ça. Puis pour résumer, merci Manuel, pour résumer aussi les propos de François, Sonia et Emmanuel, c'est que c'est souvent une conversation qui est pas malaisante, mais difficile à avoir au début, mais essentielle. Et c'est pas après avoir 3 rencontres sur le projet, c'est dès la première rencontre, quelque chose à aborder tout de suite. Comme ça, s'il y a un fit sur le projet, mais qu'il y a des discordances en termes de propriété intellectuelle, vous pouvez la résoudre et non rendu à soumettre le projet et à le démarrer où là, ça bloque tout. Donc, c'est souvent le conseil. Abordez-le. C'est difficile à avoir, mais au moins, c'est carte sur table et ça commence une collaboration sur le bon pied. Et en terminant, à Mitacs, vous avez dit tout à l'heure que maintenant, pour déposer un projet, ou en tout cas, le processus c'est ouvert à toutes les municipalités. Pourquoi cette démocratisation-là est importante pour créer cette interdisciplinarité entre le savoir et le pratique? En fait, ça fait des années qu'on supporte des projets avec des municipalités, mais c'était par des intermédiaires, des OBNL, par exemple à Giraud et tout ça. Puis ça faisait des années que les municipalités demandaient on aimerait ça faire l'effet levier parce qu'on a des besoins, on veut y aller directement. On travaille toujours avec des OBNL, mais des fois on a des projets directement avec nous. Donc, on a entendu ça et ça vient aussi de nos stakeholders, de nos fédéraux et provinciaux, qu'il y a un alignement aussi qui s'est produit dans les dernières années. Et on l'a testé. Et l'appel a été phénoménal. Donc, et
le momentum s'est créé. On a décidé d'ouvrir à part entière, au même titre que les entreprises, vu la demande et la qualité des projets qui étaient déposés. Bien, je vous remercie beaucoup. Avant d'aller prendre une petite pause, est-ce qu'il y avait des questions dans la salle où ça vous allait? Oui, il va falloir peut-être parler fort un petit peu parce qu'on n'a plus de micro. Un sous-argument. On peut tout traiter de ce qu'on connaît. C'est-à-dire, il y a des contaminants réglementés, on dit, bon, on peut les traiter, mais il y a plein de contaminants qu'on ne connaît pas et qu'intrinsèquement, en protégeant la source, on va diminuer leurs apports à la prise d'eau, même si on ne les connaît pas. Je parle des contaminants, par exemple, d'intérêt émergent, qui ne sont pas du tout réglementés et que les opérateurs d'usines ne vont pas suivre au niveau de la traitabilité, de l'enlèvement. Par contre, si je protège la source pour des contaminants connus, je protège aussi la source pour des contaminants inconnus. Il y a les effets positifs secondaires, c'est que les bassins versants, qui sont des gros territoires, là on parle vraiment d'aménagement du territoire et d'occupation territoriale, les gros bassins versants, qui sont très grands, alors on peut parler de la Chaudière par exemple, qui ont des prises d'eau quelque part, lorsqu'on protège la prise d'eau de Charny à la ville de Lévis, on est en train de protéger l'ensemble du bassin versant et pas seulement l'usage eau potable, mais aussi les autres écosystèmes, faune, flore, et ça améliore en fait la qualité de l'environnement en général. Et peut-être troisièmement, pour être un peu plus convaincant, en protégeant la source, puisqu'on doit, la source d'eau potable, puisqu'on doit documenter le territoire, on va générer de nouvelles données qu'autrement, s'il n'y avait pas une obligation de protéger la source, on n'aurait pas généré. Donc ça améliore plein de choses. C'est sûr que le principal, j'ai parlé de la question des infrastructures et des coûts, mais un point très important, c'est que de toute façon, si ma source est de meilleure qualité, il y a plus de probabilité que mon eau traitée soit de meilleure qualité et que les gens soient exposés à moins de contaminants. J'aimerais peut-être... Oh, excuse. Okay. On aurait tout dit. Ben, en fait, un élément, je pense, qui est super important à garder en tête, c'est qu'on se base quand même là-dessus à ce que si, à partir du moment qu'on traite l'eau pour la potabiliser, c'est qu'elle a été diluée avant. Donc, les eaux usées industrielles, routiers, etc., ont été suffisamment diluées et pré-traitées par, mettons, un lac, une rivière, etc., avant d'arriver à l'usine. Et si on ne conserve pas l'intégrité écologique des milieux humides, des milieux hydriques, les lacs et rivières, ça veut dire aussi qu'ils ne sont plus capables de faire cet pré-traitement de toutes nos rejets avant que ça arrive à l'usine. Parce que sinon, on pourrait faire un cycle fermé, puis on n'aura plus de problème, on n'aura pas besoin de rien protéger. Mais on doit se fier là-dessus parce que les milieux hydriques naturels sont capables de faire leur job, d'absorber, pré-traiter avant que ça se rende dans l'usine. Puis je pense que c'est pour ça qu'il faut absolument protéger à la source, parce que c'est pas vrai qu'on peut tout traiter si on ne sait même pas ce qu'on a à traiter. Oui, puis traiter facilement, c'est pas évident. C'est pas pour rien qu'il y a... Ça fait presque 30 ans là, que le gouvernement canadien, puis beaucoup d'autres places en Europe, à peu près en Asie aussi, on va de l'approche de la source au robinet. C'est pas rien qu'un slogan, là. C'est une approche scientifique de gérer un territoire, de gérer une prise d'eau. Il faut tout le temps s'occuper de la source, ensuite le traitement, ensuite la distribution. C'est la façon logique de travailler. Deux, moi, je suis un chimiste de profession. Je peux vous dire là, que je suis capable de vous traiter 1 mètre cube d'eau. Avec l'usine de Québec, actuellement, ça coûte à peu près 35 sous pour traiter 1 mètre cube. Entre 25 et 35, là, donc c'est relativement peu dispendieux. Donc 1 mètre cube, c'est 1000 litres. Donc c'est beaucoup. Ça, c'est le traitement conventionnel. Mais ça, il faut avoir une eau qui est bien protégée, donc prévisible et tout, puis il ne peut pas avoir des contaminants trop dangereux. Si je vais vers la distillation, l'ultrafiltration, la nanofiltration, tout ça, là, je vais vous la traiter. Elle va peut-être coûter 35 $ le mètre cube. Là, votre compte de taxe, là, il va augmenter. Là, parce qu'actuellement, la taxe d'eau, c'est 200 quelques par année à peu près à Québec. Elle va augmenter peut-être à
10 000, 12 000. Ça n'a pas d'allure. Les gens ne voudront pas payer pour ça. Donc, c'est pour ça que c'est important de protéger la prise d'eau. Et dans ce contexte, on rejoint ce que François dit de changement climatique. C'est un contexte d'incertitude. On ne sait pas trop comment les changements climatiques vont influencer notre manière d'aménager les territoires, de l'occuper, comment l'agriculture va s'adapter au changement climatique. Il fait plus chaud, il va y avoir des cultures qui requièrent un peu moins de telles choses, un peu plus de telles choses. Donc les pressions vont changer. On ne pourra plus se baser sur l'occupation des territoires des dernières 30 années pour planifier. Et c'est l'occupation des territoires qui influence la qualité de l'eau. Donc il faut être prévisible. Et on n'a pas tous les moyens parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, mais il faut quand même penser vers la source, c'est clair. Mais je vous remercie beaucoup. Donc, on va prendre une courte pause de 10 minutes. Oui, très, très, très rapide. Oui. Est-ce que toutes les municipalités font comme ça? De la surveillance intégrée de l'eau à partir du début jusqu'à la fin? Est-ce que toutes les municipalités font ça? Bien, on est obligé, en fait, parce qu'il y a le règlement sur la protection des sources d'eau potable qui est rentré en vigueur en 2014. Donc, le premier rapport devait être produit en 2020-2021. Je l'ai les dates. On vieillit. Et puis, donc, c'est une obligation légale. Puis, c'est ça. Mais tout ça fait c'est l'objet d'une évolution. Pour nuancer, Sonia, qu'on est davantage, on est obligé à évaluer les vulnérabilités. On n'est pas encore obligé d'agir. Mais ça incite à agir lorsqu'on connaît les vulnérabilités. En 10 années, peut-être, il y aura une obligation de faire des plans de protection et de les appliquer, peut-être. Mais c'est un avancement quand même. Parce que déjà, il y a des subventions. Là. Il faut en profiter. Là. Il y a des subventions actuellement pour faire des plans de protection. Puis dites-vous bien une chose, quand on connaît quelque chose, on ne peut pas dire qu'on ne l'a pas su. Donc, on est ouvert vers de la poursuite de la part de nos citoyens. Si on connaît un problème et on ne le règle pas, ça peut être terrible. Là. Donc, je pense que c'est important d'agir rapidement. Là. Oui, puis pour juste vous donner une idée à quel point c'est répandu comme concept maintenant, les Nations unies proposent ce qu'on appelle Water Safety Plans. Toute l'Union européenne vient de l'adopter, les plans de gestion sécurité sanitaire des eaux, où ce qu'on doit vraiment avoir cette approche très intégrée pour évaluer les risques à notre source, parce que ce qu'on oublie souvent, c'est qu'autant en période d'étiage, quand c'est très sec, on a des concentrations de contaminants qu'on n'avait pas avant. Et quand on a des inondations, ben, on a des énormes concentrations. Des endroits viennent des terres de contamination. Chaque fois que vous voyez une inondation en amont d'une prise d'eau potable, moi, je me demande si j'ai encore envie de boire de l'eau. Là. Parce que là, on s'imagine tous les garages inondés, tous les égouts inondés, tous les débordements, les déversements. Et c'est là qu'on passe d'une conue de concentration de contaminants à l'usine à des extrêmes qui doivent être traités. Sans parler des feux de forêt, qui sont de plus en plus présents et dont on ne connaît pas trop les conséquences sur les bassins versants, associés au changement climatique aussi. Merci beaucoup. La prochaine fois, on vous invite pour toute la journée parce qu'on pourrait en parler encore. Buvez l'eau du robinet quand même.